Merci Marie, bonjour à tous et à toutes. En effet, je vais vous parler sur les 10 minutes qui viennent, finalement des liens entre la santé cardiovasculaire et la santé mentale, au travers d'un papier collaboratif qu'on a publié dans une revue de tout premier plan, effectivement sur les données de la cohorte Gazelle. Brièvement, je dirige une équipe de recherche INSERM avec mon collègue Xavier Jouven, qui s'intéresse à l'épidémiologie des maladies cardiovasculaires selon 3 axes. Et les données le travail que je vous présente aujourd'hui porte sur cet axe-là, où on s'intéresse notamment à des nouvelles stratégies de prévention des maladies cardiovasculaires, mais vous allez voir que ça va au-delà des maladies cardiovasculaires. Pour rappel, vous connaissez, il y a différents niveaux différentes stratégies de prévention. Quand on travaille d'abord sur les patients, et particulièrement les patients coronariens, on parle de prévention secondaire, et l'idée, c'est d'éviter la récurrence d'événements chez ces patients. Il y a au moyen de différentes approches, notamment thérapeutiques. Il y a ce qu'on appelle la prévention primaire, où là, on est sur la population générale, vous et moi, et certains d'entre nous ont déjà quelques facteurs de risque présents. Et l'idée, c'est de contrôler ces facteurs de risque par le biais, par exemple, pour contrôler le niveau d'hypertension ou contrôler son diabète, pour éviter la survenue pour la première fois d'une maladie cardiovasculaire. Et nous, nos travaux ont été de compléter cette approche par une approche en amont de la prévention primaire, qu'on appelle la prévention primordiale, où là, l'idée est alors ça paraît intuitif, c'est de tout faire pour éviter l'apparition des facteurs de risque. Donc c'est une stratégie centrée sur la prévention de l'apparition des facteurs de risque. Et vous doutez bien que ça renvoie à plein de dimensions, la dimension individuelle, mais aussi une dimension collective en fonction de l'environnement dans lequel on vit. Et derrière ça, il y a créer un environnement favorable à la santé. Et derrière ça, il y a une dizaine d'années maintenant, la Société américaine de cardiologie a développé ce concept de prévention primordiale et finalement de promotion de la santé cardiovasculaire avec des objectifs que, bien sûr, ils n'ont pas atteints parce que c'est très compliqué. Mais disons que l'idée était de faire la promotion d'une santé dite idéale, une santé cardiovasculaire idéale. Pour mesurer cette santé cardiovasculaire dite idéale, un score a été développé, le score de santé cardiovasculaire, à 7 items. Vous voyez qu'il y a des items, je ne sais pas si vous voyez bien, mais plutôt qui ont lien au style de vie, activité physique, alimentation, exposition au tabac, indice de masse corporelle, et des items plus biologiques, glycémie, taux de sucre dans le sang, niveau de pression artérielle, et puis taux de lipides dans le sang. Et chacun de ces facteurs-là a 3 niveaux. On peut les ranger en niveau médiocre, intermédiaire ou idéal. Et la combinaison du niveau de chacun de ces facteurs-là permet de définir un score de santé cardiovasculaire. Et plus ce score est élevé, plus on est sur une santé cardiovasculaire dite idéale. D'accord ? Et vous voyez que ce score-là, il est volontairement simple à partir d'éléments connus qui ont un substratum physiopathologique et scientifique, mais aussi connu de la population, puisque derrière ça, il y a la volonté que les sujets s'approprient leur santé cardiovasculaire, s'engagent dans le processus de promotion d'une santé cardiovasculaire. Et donc, il y a eu tout un tas de travaux dans la littérature qui s'est intéressé à la pertinence clinique et de santé publique de ce score, et notamment une des premières publications en population américaine. Ici, vous avez représenté le nombre les sujets, donc c'est une étude de cohorte américaine où ils ont mis en relation le nombre d'items au niveau optimal avec le risque d'événements cardiovasculaires, et ça se lit dans ce sens-là. À mesure qu'on a, plus on a d'items au niveau optimal, plus la réduction de risque d'événements cardiovasculaires est importante. Donc vous voyez que jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'être à risque de pathologie, d'hypertension, de maladie cardiovasculaire. Là, on est plutôt sur une approche de réduction des risques en fonction du niveau de notre santé cardiovasculaire. Et donc nous, dans l'équipe, on s'est intéressé on a mené un certain nombre de travaux, et parmi les travaux qu'on a conduits, on s'est intéressé finalement aux bénéfices potentiels de cette approche pour des maladies non cardiovasculaires, mais qui partagent des déterminants communs avec les maladies cardiovasculaires. Et parmi les travaux que l'on a établis, on s'est intéressé notamment au lien entre ce score de santé cardiovasculaire et le risque de démence, de déclin cognitif. Et j'ai pas le temps donc c'était un travail collaboratif avec l'équipe de Bordeaux, l'étude des 3 cités. Et ce qui est important, ce qu'on observe, c'est que finalement, c'est le sens de cette flèche-là, c'est que par rapport à des gens qui ont un score optimal à l'inclusion, là c'est la courbe saumon, eh bien ils atteignent le même niveau
enfin, en gros, les gens qui ont un niveau optimal par rapport à des gens qui ont un niveau médiocre à l'inclusion, il y avait un décalage de 6 ans en termes de déclin cognitif, comme s'il y avait un retard au déclin. Et donc, c'est dans ce contexte-là que on s'est intéressé à la question de la santé cardiovasculaire avec la santé mentale. Et le point intéressant, c'est qu'en parallèle de ces travaux, un papier Princeps qui est sorti au même moment où on travaillait sur Gazelle, sur le principe de santé optimale cérébrale, qui va bien avec la problématique de santé mentale. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est intéressé aux liens aux associations potentielles entre non seulement le score de santé cardiovasculaire à un moment donné, mais aussi comment l'évolution de ce score au cours du temps est associée au fait ou pas, au fait d'avoir une dépression au cours du suivi, et aussi au fait d'avoir des trajectoires différentes de dépression au cours du suivi. Et ce papier a été publié il y a une année maintenant. Donc ce travail, alors pourquoi cette question, en plus de tout ce que je vous ai dit, c'est que bien sûr, comme vous le savez, la dépression, c'est vraiment une pathologie très prévalente, hein. Il y a des chiffres, là c'est pour les sujets âgés, mais on a un poids de la dépression important dans la population générale. Comme vous le savez, il y a un poids aussi sur la qualité de vie. Les patients dépressifs ont une qualité de vie vraiment de très mauvaise qualité. Et puis, le fait d'être dépressif est associé aussi à une augmentation majeure du risque de mortalité et même de morbimortalité. Bien sûr, se posent aussi des problèmes d'adhérence au traitement, et notamment au traitement antidépresseur. Tout ça, pris dans son ensemble, fait que les stratégies, essayer d'avoir des stratégies qui permettent d'identifier des sujets à risque de dépression fait du sens. Et puis, sur un plan un peu plus physiopathologique, eh bien, il y a toute une littérature autour d'une hypothèse vasculaire de la dépression qui, une fois de plus, montre l'intérêt de regarder les liens entre santé mentale et santé cardiovasculaire. Donc on s'est appuyé, je vais passer, on s'est appuyé sur les données de la cohorte Gazelle. Donc brièvement, Gazelle, c'est 20 000 sujets, hein, inclus à partir des années 1989. Et donc ce sont des sujets, des hommes et des femmes, qui à l'époque étaient les travailleurs d'une entreprise EDF Gaz de France, et qui avaient un suivi régulier par questionnaire tous les ans. L'originalité, l'intérêt de cette cohorte, c'est qu'on a pu avoir 2 points de mesure du score de santé cardiovasculaire, donc à 6-7 ans d'intervalle. Et puis le deuxième intérêt, c'est qu'on a pu avoir des mesures répétées de symptomatologie dépressive à partir de 97, tous les 3 ans, jusqu'en 2015, ce qui nous a permis de travailler sur les trajectoires évolutives de symptomatologie dépressive. Et donc, en termes d'effectifs d'analyse, sur les 20 000 sujets initialement éligibles, eh bien, quand on enlevait les sujets qui étaient dépressifs en 97, ou pour lesquels il y avait un certain nombre de données manquantes, et des sujets qui avaient des antécédents de pathologie cardiovasculaire, au final, on avait un effectif d'analyse de l'ordre de 7 000 sujets. Et puis ici, vous avez les effectifs disponibles pour l'analyse de la symptomatologie dépressive. Et dernier point un peu méthodologique, donc à ces 2 points de mesure, on a calculé le score de santé cardiovasculaire comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Le point important à retenir, c'est que c'était basé sur des données autodéclarées, puisqu'il n'y avait pas d'examen, il n'y a pas d'examen physique, si je ne m'abuse, dans Gazelle, mais peut-être que je dis une bêtise. Alors, le premier résultat, c'est celui-ci. Donc, quand on s'intéresse au niveau de santé cardiovasculaire en 97, avec le risque de survenue d'une dépression, pour parler vite, vous voyez que pour chaque item, quand on gagne un item optimal, c'est comme ça que ça se lit finalement, on réduit de 13% son risque de développer une dépression au cours du suivi. Donc c'est substantiel, hein. Gagner un item idéal est associé à une réduction de 13% du risque de dépression. Et puis ici, vous avez la déclinaison en fonction du nombre d'items optimal en 97, quel est le risque de survenue de dépression. Et vous voyez qu'il y a un gradient de réduction de risque, avec notamment pour les gens qui ont 6 ou 7 items au niveau optimal, donc qui ont vraiment une santé idéale, eh bien, ils ont quasiment 70% de risque en moins de faire une dépression par rapport à des gens qui ont au mieux un item idéal. Et puis ensuite, on s'est intéressé au changement, comment le score de santé cardiovasculaire évoluait entre 2 points de mesure, entre 90 et 97. Et là aussi, quand au cours du temps, les gens gagnaient un item idéal,
eh bien, il y avait une réduction à peu près de 10% du risque de faire une dépression au cours du temps. Et ce sont des analyses ajustées sur tout un tas de facteurs de confusion. Comme je vous l'ai dit, on a un peu complété cette analyse. Je vous ai dit que dans Gazelle, l'intérêt, c'est qu'on avait des mesures répétées de symptomatologie dépressive. Je crois qu'on avait 5 à 6 mesures répétées tous les 3 ans. Ça nous a permis, au moyen de modélisation statistique, de développer d'identifier des trajectoires évolutives du score de dépression, c'est-à-dire de regrouper des sujets qui avaient les mêmes profils évolutifs en termes de symptomatologie dépressive. Et donc, on a pu en identifier 5. Et il y a des sujets qui restaient stables en termes de niveau de symptomatologie dépressive, donc des gens qui n'avaient quasiment pas, qui n'avaient pas de dépression, et puis des trajectoires plus péjoratives, comme les gens qui tardivement développaient des symptômes dépressifs, ou des gens qui très rapidement développaient des symptômes dépressifs, et intéressant aussi des sujets dont la trajectoire était plutôt vers une réduction des symptômes. Donc tout ça vous montre que finalement, quand on parle de dépression, en fait, il y a la variabilité individuelle et il y a de l'hétérogénéité. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé comment ce score de santé cardiovasculaire, soit mesuré à un temps donné, soit sa variation, était associé avec ces dynamiques-là. Et de nouveau, on retrouve des résultats intéressants, notamment que finalement, donc, par rapport à des gens qui avaient une trajectoire... alors, pardon, attendez. Oui, on retrouve que... alors, attendez, ouais, tac, c'est moi qui me... Ah oui, c'est un peu compliqué. Ici, vous avez... alors, attendez, c'est moi qui ai un... Soudain, j'ai un trou, là. Voilà. Ce qu'on retrouve, voilà, c'est que quand on s'intéresse au score de santé cardiovasculaire en 97, eh bien, quand on gagne un item idéal, enfin, les gens qui ont un item... Le fait de gagner un item idéal réduit vos risques d'appartenir à des trajectoires péjoratives de dépression. Donc, par exemple, on a quand même beaucoup moins de risques, environ 20% moins de risques d'appartenir à cette trajectoire évolutive-là de dépression quand on gagne un item idéal. Et on a le même type de réduction de risque quand on s'intéresse au changement de santé cardiovasculaire. Les gens qui gagnent un item idéal au cours du temps ont moins de risques d'appartenir à des trajectoires péjoratives de dépression. Et ces résultats étaient robustes. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on a fait un certain nombre d'analyses de sensibilité pour tester la robustesse de ces résultats. Donc au final, pour conclure, là je fais un peu de publicité pour l'ensemble des travaux qu'on a fait sur cette thématique, mais et les visages que vous avez, ce sont toutes les collaborations qu'on a établies pour réussir à mener ces travaux. Finalement, un score, on a mené des travaux sur la pertinence de ce score de santé cardiovasculaire, d'abord pour les maladies cardiovasculaires, et ça marche, si je puis dire. Et ensuite, on s'est intéressé à des maladies non cardiovasculaires, comme le diabète de type 2, le cancer, le déclin cognitif et la démence, et plus récemment donc la symptomatologie dépressive. Et donc, pour un score qui était initialement mis au point pour une stratégie de prévention des maladies cardiovasculaires, on voit qu'en fait, il y a des possibilités d'avoir une démarche unifiée pour un certain nombre de maladies chroniques très prévalentes dans la population générale, avec des impacts sociétaux assez notables. Et donc tout l'enjeu maintenant, c'est de mettre en place ces stratégies de prévention en vie réelle. C'est un vrai challenge parce que vous voyez bien qu'au centre de tout ça, il y a effectivement les individus. Là, c'était le cas des enfants, mais les individus, mais c'est les individus dans leur environnement familial, professionnel, dans l'environnement politique. On ne sait pas quelle sauce on va être mangé là, à court terme. Mais voilà, donc c'est un sacré challenge. Voilà. Donc, parce que créer des environnements favorables à la santé, ça implique beaucoup d'acteurs et pas seulement les individus. Et puis, je voudrais terminer en remerciant, je vous ai dit, c'est un travail collectif, donc remercier les Marie-Zins, Marcel Goldberg, bien sûr, et Cédric Lemon, qui est donc les PI de Gazelle. Cédric Lemon, qui est psychiatre et qui nous a apporté toute son expertise sur le plan de la dépression, et puis des collaborateurs de mon équipe, et bien évidemment les participants de la cohorte Gazelle. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une petite question sur la Vous pouvez parler relation. plus fort, s'il vous plaît. Oui, j'ai juste une petite question sur la relation entre le score idéal et la survenue de l'événement que vous montriez. Déjà, si la relation était linéaire dans l'interprétation de cette relation, et la fréquence de l'événement, et si l'odds ratio, on pouvait l'interpréter comme un risque relatif comme tel ou pas. Alors, sur la relation graduelle, ben, vous avez la réponse ici. Vous voyez que là, c'est pour quand on regarde le score de santé cardiovasculaire à un temps à l'inclusion et la probabilité de survenue de la dépression, vous voyez qu'il y avait une réduction de risque qui est vraiment graduelle, puisque voilà. Donc oui, il y a une relation linéaire et graduelle. À mesure que l'on gagne en nombre d'items idéal, on a une réduction de plus en plus importante. D'accord ? Et la fréquence de l'événement? Oui, alors la fréquence de la fréquence de la dépression, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un événement fréquent, hein. Je vous l'ai dit en préambule, selon l'âge des populations, selon qu'on parle de symptomatologie dépressive ou de dépression clinique, les prévalences varient entre 2 et 15%. Mais dans Gazelle, j'ai plus le chiffre en tête, je suis désolé. Merci. Bonjour, je vais d'abord me présenter pour dire d'où je parle. Je fais partie des volontaires de la cohorte Constance. Donc voilà, je vous donne mes données pour que vous en fassiez ce travail admirable. Bravo, c'est vraiment extrêmement passionnant. Je suis très contente que vous ayez reposé les questions de primordiale prévention primaire, prévention secondaire. Et la question que je me pose, c'est, vous l'avez abordé dans la dernière slide, c'est dans quelle mesure en fait les pouvoirs publics s'emparent du travail que vous réalisez, sachant que en France, on a un peu tendance à prioriser en matière de prévention publique la prévention primaire, la prévention secondaire, et à évacuer les déterminants de santé dont vous parlez. Je suis ravi de cette question. C'est tout le travail que l'on mène dans l'équipe où effectivement on essaye il y a un travail de lobbying, on essaye de rencontrer, j'ai rencontré quelqu'un du ministère à ce sujet, où l'idée c'est vraiment la question de l'implémentation, enfin de tester la faisabilité d'implémenter ce genre de stratégie de prévention en vie réelle. Et pour ne rien vous cacher, donc à l'échelle européenne, on a répondu à un appel d'offres pour tenter de mettre en place un essai randomisé en ciblant les enfants, puisque c'est là que tout commence. Donc on a ce projet-là, on attend les réponses, on a ce projet-là de commencer très tôt dans la vie, en lien avec on sait que les déterminants de la santé commencent très tôt, donc on a le projet à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, de tester finalement si ce genre de stratégie est efficace sur un certain nombre d'événements santé assez larges, hein, puisque quand on est sur les enfants, est-ce que la santé cardiovasculaire peut s'améliorer à court terme, mais est-ce que cette stratégie de prévention primordiale a un bénéfice sur le bien-être des enfants aussi? Donc on peut aller assez loin, Mais oui, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire en ce moment, quoi. Mais c'est pas gagné. Dernière question. Du coup, c'était la question que je voulais poser. Donc, ce que j'entends, c'est que la CNAM ne s'est pas rapprochée de vous dans le cadre de son SI prévention et des plateformes de suivi qu'elle est en train de mettre en place. Parce que là, typiquement, vos modèles permettent de dépister les personnes à cibler. Alors, c'est pas un modèle de prédiction, c'est un outil en tout cas. C'est un outil qui permet déjà au sujet de connaître leur santé cardiovasculaire. C'est un outil de promotion de la santé. Mais non, je vous dis, j'ai eu quelques échanges avec le ministère de la Santé, avec différents organismes, Santé publique France aussi. Donc, avec le temps, peut-être que tout ça va prendre, mais ça prend du temps. Et c'est pas évident le plus compliqué, c'est que, je terminerai peut-être là-dessus, c'est que actuellement dans les stratégies de prévention, c'est des approches quand même très ciblées. On comprend pourquoi, hein, sur le tabac, et à juste titre, sur l'activité physique, sur l'alimentation. Mais dès lors qu'on est sur des approches un peu plus intégratives, un peu plus globales, c'est vrai que c'est plus compliqué. On a peut-être peur, on craint peut-être que les populations soient un peu perdues, parce qu'en disant, alors, je comprends pas, on m'a parlé de l'activité physique. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué, mais nous, on pousse vers ça.
Donc, merci Jean-Philippe. Je vais passer à la présentation suivante avec Omar. Bonjour Omar. Et donc Omar, tu vas faire ta présentation en anglais, c'est ça? Tout le monde dans la salle comprend l'anglais. Hein.